Un thème de grande actualité pour Mobility TV, l'éco-entretien, c'est-à-dire l'expertise écologique de nos moteurs. Une démarche concrète qui est désormais incarnée par l'association Éco-entretien. On va en parler. Alors, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs et quels sont les moyens de cette association? Quel calendrier aussi pour tous les acteurs de la filière? Et puis, quel destin pour cette initiative née de la volonté de quelques indépendants, alors qu'on nous annonce tous les jours la mort imminente du moteur thermique. On va en parler avec Jacques Rifflard, bonjour. Bonjour. Président de l'association Éco-entretien. Bénédicte Barbry, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du service multimarque de l'après-vente auto au CNPA et par ailleurs directrice des affaires publiques du groupe Mobivia. Michel Villatte, bonjour. Bonjour. Président du syndicat des professionnels du pneumatique. Vous étiez également président de la FEDA il y a quelque temps. Et puis Xavier Passilly, bonjour. Bonjour. Directeur général du JIPA, le groupement interprofessionnel de l'automobile. On peut dire que vous êtes la référence pour toutes les études sur l'après-vente automobile. Directeur général France. Alors pour lancer le débat, Jacques Rifflard, parlez-nous de votre enfant et surtout d'abord le mode d'emploi de cette démarche éco-entretien. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? L'éco-entretien, c'est une révolution technologique en matière de diagnostic. Et l'idée géniale qui a été promue depuis maintenant un peu plus de 10 ans, c'est de prendre le schéma inverse du diagnostic tel qu'il est pratiqué habituellement, le diagnostic électronique qui est un diagnostic descendant, c'est-à-dire qu'on part des composants du véhicule et on mesure l'état de ces composants en fonction du temps, on mesure leur dégradation, alors qu'on ne tient pas compte de l'usage que l'on fait des véhicules. Et l'idée a été de dire, on inverse complètement les choses, on va partir du résultat, et à partir de ce résultat, on va remonter la filière et voir si on a mis en évidence des dysfonctionnements, de voir quelles sont les causes de ces dysfonctionnements et de voir dans quelle mesure on peut incriminer certains organes qui seraient à l'origine justement de ces dérives. Alors, est-ce que l'éco-entretien est déjà en application? Est-ce qu'on peut y avoir recours quand on est automobiliste? Oui, absolument. On est dans une phase aujourd'hui de déploiement, de lancement. L'association a été créée, l'association Éco-entretien a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Cette première année a été mise à profit pour établir les structures et définir un cadre vraiment strict et qui garantisse absolument à la fois les professionnels qui vont intervenir et qu'il sera nécessaire de former parce que c'est une technologie aujourd'hui nouvelle. Ouais. Donc on part d'une feuille blanche quelque part, il n'y a pas d'historique. Ça se fait dans combien d'ateliers actuellement? Aujourd'hui, un peu moins de 500 ateliers qui sont opérationnels. Et des objectifs évidemment beaucoup plus ambitieux. De 10 fois plus, oui. Lorsque le contrôle technique va aboutir justement à des contre-visites sur un certain nombre de points. Bénédicte Barbry, pourquoi le CNPA s'est-il lancé dans cette aventure aux côtés de Jacques Rifflard ou en fer de lance? Comment est-ce que vous vous positionnez? Oui, alors le CNPA a souhaité rejoindre l'association Éco-entretien il y a de cela quelques mois. Ouais. C'est une démarche qui est en fait tout à fait logique, qui s'inscrit complètement dans la dynamique du CNPA, d'abord évidemment s'intéresser à tout ce qui est gestion du parc roulant, puisque comme vous le savez, donc le CNPA, c'est tout un ensemble de professionnels, sont 28 métiers au service de l'automobiliste. Donc beaucoup consacrés ou dédiés à l'entretien. Voilà, dont certains, alors en effet, vendent des véhicules neufs, mais également de nombreux métiers œuvrent au quotidien pour l'entretien du parc roulant. Et dans cette logique-là, pour le CNPA, il est vraiment très important de soutenir en fait toutes les initiatives qui s'inscrivent dans une démarche vertueuse d'entretien et donc d'entretien éco-responsable, on va dire. Donc en ce sens-là, l'éco-entretien apparaît comme vraiment une démarche qu'il convient de soutenir, mais au même titre que d'autres types de démarches qui permettent d'avoir un parc roulant mieux entretenu et plus propre, plus sûr. Xavier Passilly, on sait, est-ce que le JIPA sait si les Français font suffisamment d'efforts pour entretenir leurs véhicules, s'ils s'y intéressent ou s'ils s'en désintéressent un peu? L'entretien reste une contrainte pour beaucoup de Français. C'est pas
plaisir que d'aller chez son réparateur, même si on y est très bien accueilli. Et en général, il y a une relation de proximité qui s'instaure dans le temps. Mais ça reste soumis par des pannes, par des révisions, par le suivi d'exigences qui sont énoncées par le réparateur ou par la contrainte aussi de respecter un cahier des charges lié du contrôle technique. Et on sait que ce cahier des charges va devenir très ambitieux alors on va très bientôt. Mais ça, c'est plutôt pour les véhicules, disons, d'occasion. Mais maintenant, on a des voitures, quand on va acheter une voiture neuve, on a des révisions tous les 2 ans, tous les 30 000 km, 40 000 km. Est-ce que ça n'amène pas à se désintéresser de l'entretien ? Michel Villatte. Absolument pas, et surtout pas de l'éco-entretien, parce qu'en fait, la dégradation des performances du véhicule, en particulier des performances environnementales, est liée non pas seulement à environnementale, des émissions, est liée souvent au mode d'utilisation du véhicule par rapport à ses caractéristiques. Un exemple, simplement pour illustrer cela, avoir un petit véhicule diesel, comme c'est assez courant pour madame qui va faire ses courses à Paris, qui emmène les enfants à l'école, qui fait quelques milliers de kilomètres par an avec son véhicule, quelques dizaines de kilomètres par jour. Le véhicule est toujours froid, il n'est jamais à la bonne température, il est dans les encombrements. Le moteur fatigue très vite, s'encrasse et devient rapidement polluant. Oui, le diesel en ville, c'est une catastrophe, on le sait. Donc, c'est en train de se vérifier. Oui. D'ailleurs, dans votre communication à l'association Éco-Entretien, vous dites des choses comme ça. Oui, absolument. Oui. Absolument. Et le gain possible, justement, en appliquant le traitement Éco-Entretien sur ces véhicules est absolument considérable. Qu'est-ce que c'est le traitement ? J'arrive à l'atelier, c'est pareil, là, j'ai une prise, enfin, le mécanicien va se connecter à mon moteur. Alors le principe, peut-être très brièvement, le principe de l'éco-entretien, c'est d'abord d'analyser l'état de pollution du véhicule, de mesurer justement ces diverses pollutions, de préconiser un traitement ou une intervention. Préconiser, c'est pas obligatoire. Non, absolument pas. Et pratiquer ou ce traitement ou cette intervention. Donc ça se décline en 4 phases. Et tout ceci est mis en évidence en moins de 3 minutes par un éco-diagnostic qui est réalisé à partir d'un analyseur de gaz et d'un logiciel d'interprétation. Oui. Et combien ça va me coûter ? Les prix qui sont pratiquement sur le marché aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une 30aine d'euros. Oui, c'est-à-dire c'est beaucoup moins cher déjà que le contrôle technique. Absolument. Mais j'aurai un diagnostic, c'est le cas de le dire, sur l'état de mon moteur, à moi évidemment de faire les réparations et tout ce qui... Alors oui, c'est-à-dire qu'à la suite de cet éco-diagnostic réalisé, si votre véhicule est polluant, on va vous dire... comment il est polluant, pourquoi il est polluant et quelles solutions on peut vous préconiser pour neutraliser ces pollutions. Xavier Passili, on a une idée du nombre de véhicules dits polluants qui circulent en France ou suspects? Alors les véhicules, c'est intéressant parce que dans la littérature qui a déjà été produite liée à l'éco-entretien, on voit qu'il y a un nombre phénoménal de véhicules qui est sanctionné, qui serait sanctionné. J'ai fait moi-même une expérience il n'y a pas très longtemps et en discutant avec le réparateur, il me disait qu'il y en avait 1 sur 2 qui était soumis à une opération de maintenance. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est l'impact sur une sorte de double peine possible pour le parc vieux. Les véhicules de 15 ans et plus, ils pèsent pour autour de 16%, 15-16%. On rappelle sur le parc VP, je parle du parc VP. Et on peut imaginer que ces véhicules-là, quand ils devront passer l'éco-diag, ils auront pas mal d'interventions à effectuer et il se posera certainement pour une partie d'entre eux la question de est-ce que je le fais réparer, est-ce que je m'en détache, est-ce que j'en rachète un nouveau, enfin ça peut contribuer aussi au renouvellement du parc. Sur 35-36 millions de véhicules roulants, c'est ça particulier, VP, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, sur l'éco-entretien, on est sur une base de à peu près un véhicule sur 3 qui nécessite un éco-entretien aujourd'hui, compte tenu notamment de ce que disait Michel Villatte tout à l'heure. C'est pas uniquement lié à l'âge du véhicule, c'est aussi et surtout lié à l'usage qu'on en fait. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de véhicules qui pour autant sont assez récents,
qui peuvent être des véhicules de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui nécessitent un éco-entretien, et donc ça veut dire qui surpolluent, parce qu'en fait là on est en élément relatif sur l'éco-entretien, c'est-à-dire qu'à partir d'un véhicule qui a un niveau 100 de pollution, ou un niveau 100 d'origine des émissions, c'est un véhicule qui s'est dégradé au fil du temps, et grâce à l'éco-entretien, on va le remettre au bon niveau, enfin au juste niveau d'émissions. Ce que disait Michel Villatte, c'est-à-dire le diesel en ville toute la journée, on est sûr qu'il va polluer, même s'il est récent. Absolument. Alors, moi, je voudrais ajouter une petite chose, justement, pour réagir sur cet aspect coût de la réparation. Justement, le fait de faire cet éco-diagnostic, qui, en fin de compte, ne prend pas de temps et ne coûte pas très cher, ça permet de détecter des anomalies de fonctionnement du moteur qui, si on ne fait rien aujourd'hui, vont arriver par des grosses détériorations qui, à ce moment-là, vont coûter très cher. Donc on peut, et c'est le côté économique, non seulement écologique, mais aussi économique pour l'utilisateur, indépendamment du fait qu'il économisera un peu de carburant par la même occasion, lui évitera des pannes très sérieuses qui pourraient véritablement remettre en cause, j'allais dire, la vie du véhicule trop cher pour une réparation, en fait. C'est Michel Villatte du syndicat des professionnels du pneumatique qui a rejoint l'association Éco-Entretien. Oui, tout à fait. Bon, à l'origine, pour deux raisons. D'une part, parce que l'éco-entretien, ça me concerne depuis une dizaine d'années. Et puis, deuxième raison, c'est que nos membres, les professionnels du pneu, font du pneu, mais font aussi de l'entretien, réparation, maintenance de véhicules. Donc, ils sont directement concernés. D'ailleurs, au passage, l'entretien des pneumatiques et le rechappage, le fameux rechappage, c'est quelque chose qui progresse ou est-ce que finalement on prend des pneus neufs? C'est quelque chose qui fluctue. Alors, le bon sens, en termes d'environnement, de CO2 et pour éviter les déchets, la pollution des déchets, serait de prolonger au maximum l'usage des produits. C'est cette programmation de durée de vie, là on peut la prolonger sensiblement. En termes de coût pour l'utilisateur, ça concerne surtout les possesseurs de véhicules industriels, c'est divisé pratiquement par 3 le prix de revient kilométrique. On fait 3 ou 4 fois même la durée de vie du pneu. On garde la matière, on évite de polluer, c'est quand même quelque chose d'important. D'ailleurs, à terme, l'éco-entretien pourrait s'appliquer à d'autres domaines que le moteur, la simple motorisation. Absolument, oui. L'objet, pour l'instant, on s'est concentré sur la thermodynamique moteur, et, pour justement lancer un petit peu cette réflexion globale. Et c'était justement le but qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire de rassembler tous les acteurs de la prévente automobile, d'abord au niveau des fédérations. Et on a pu, en une année de temps, mettre tout le monde, non seulement autour de la table, mais de les faire rentrer. Alors quand on dit tout le monde, on rappelle le CNPA, la FEDA, la FIEV, c'est-à-dire les équipements, la Fédération nationale de l'automobile, et puis le syndicat que vous représentez ici, absolument. Les professionnels du pneu. Tout le monde est là. Oui. Quid des pouvoirs publics? Comment est-ce qu'ils ont accueilli la chose? Ils vous ont applaudi chaleureusement? Je crois que chaleureusement, d'entrée, il a fallu que justement l'association et tous ses membres déploient, disons, des efforts pour faire passer le message. Mais, donc du lobbying. Voilà, mais on a rencontré vraiment une écoute très attentive des pouvoirs publics et très constructive surtout. Ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, puisque Michel, tu peux l'attester, lorsque tu étais en charge de la FEDA, les pouvoirs publics ignoraient en partie l'existence. À quelle époque? Le Grenelle de l'environnement, c'était 2007, il y a 10 ans, avait déjà inscrit le terme éco-entretien dans les projets. Et la loi de transition énergétique, qui date de 2000 quelque chose, je ne me souviens plus exactement de la date, 4 ou 5, donc celle qui est encore aujourd'hui en vigueur, avait elle aussi inscrit l'éco-entretien comme une mesure tout à fait recommandable, qui est en train de passer dans l'application à travers les nouvelles règles du contrôle technique, partiellement, pas encore complètement, mais au moins pour les particules. Alors parlons-en, Xavier Passy. Tout cela, ça s'inscrit dans les nouvelles règles que vient d'évoquer Michel Villatte, le contrôle technique, qui va être durci à partir du mois de mai de cette année, c'est cela? Du mois de mai 2018. Mai 2018. Le nombre de points de contrôle va être beaucoup plus important. Ça nécessite un équipement, un vrai pas en termes d'équipement, en termes de formation de ces structures-là. Et il y a un enjeu fort en ce moment. Et je crois que l'enjeu était tellement fort qu'il y a aussi eu des limites à intégrer tout de suite tous les enjeux de l'éco-diagnostic. Et l'analyse des 5 gaz se fera en 2 temps. En premier temps,
vous allez me corriger, 1er janvier 2019, et un deuxième temps, 2022. Voilà. C'est-à-dire qu'en mai dommage au regard de la forte progression et l'initiative qui a été portée. On aurait pu souhaiter que ce soit fait une fois. Absolument pas, c'est tout à fait complémentaire. Et le fait de pouvoir intervenir sur les particules aujourd'hui, ça va amener une solution qui est une synthèse un petit peu de tous les problèmes qui vont être mis en évidence ultérieurement. Le décalage, le report à 2022 pour l'analyse des gaz polluants, je crois que c'est une sage décision de la DGEC d'avoir pris le temps justement de régler un certain nombre de problèmes et de difficultés qui auraient pu surgir immédiatement si on avait traité le problème dans son intégralité. Tandis que là, en faisant 2 étapes, les particules qui font déjà l'objet de contrôle pour les véhicules essence aujourd'hui, au niveau du contrôle technique, étendre ce contrôle des particules au diesel, ça ne bouleverse pas forcément au niveau des contrôleurs techniques leurs habitudes de travail, et ça nous met en selle justement pour amorcer le traitement de fond qui interviendra en 2022, mais dès maintenant, on va pouvoir avoir une efficience sur la méthodologie de traitement, parce que le durcissement de la loi en 2019 va faire que les particules qui sont admises aujourd'hui avec la loi en vigueur ne le seront absolument plus en 2019 et dans des proportions énormes. Moi, j'ai pas fait de contrôle technique depuis très longtemps. Est-ce que en mai 2018, puisqu'on nous annonce que ça va se durcir, on va contrôler la pollution de mon moteur, vraiment? C'est pas 2018, c'est 2019. Non, mais mai 2018, quand on dit que un certain nombre de points, on rajoute des points de contrôle, etc., le nouveau contrôle technique, celui de mai 2018, ne tiendra pas compte du degré de pollution de mon moteur. Pour les particules. Oui. Pour les émissions de particules. Pas encore pour les NOx, ça c'est la deuxième étape. Il y a déjà des choses sur les véhicules essence qui sont déjà mesurées, HC et autres. Par contre, pour les diesels, les gros problèmes, c'est particules et NOx. On va sérieusement regarder les particules. Qu'est-ce qui freine ? Pourquoi des calendriers qui se prolongent comme ça, qui sont reportés sans arrêt ? Au niveau du contrôle technique, c'est la technologie qui est difficile à mettre en place. Parce que là, encore une fois, je me permets de rappeler qu'on est sur une révolution technologique quelque part. Oui. Cette révolution a été prise en compte par les pouvoirs publics. Maintenant, il faut aller sur le terrain, il faut la mettre en œuvre. Et c'est technologiquement très, très pointu. Il y a des questions d'investissement en matériel pour les contrôles techniques. Oui, parce que pour équiper un atelier pour les entretiens, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de formation. C'est d'abord beaucoup de formation, parce que c'est un nouveau métier quelque part. Et c'est un peu d'argent, bien sûr, mais c'est un peu d'argent qui s'amortit relativement rapidement. Si maintenant il y a ce durcissement et cette contrainte à vraiment remettre les véhicules dans un état proche de leur état d'origine, je crois que c'est un bénéfice pour tout le monde. C'est un bénéfice d'abord pour l'automobiliste, puisqu'il va baisser ses consommations dans des proportions relativement importantes. Ça, on le garantit quand même? On le garantit? Ah oui, tous les tests qui ont été réalisés le démontrent. Significatif. Voilà. On est de l'ordre du 5%, du 10%? Ça dépend des moteurs, bien sûr, mais oui, c'est l'ordre de 5. Enfin, oui, en moyenne, dans les mesures qui avaient été faites avec l'ADEME à l'époque, c'était de l'ordre de 5-6%, mais on avait des moteurs qui étaient à 12-15%. Oui. Ce qui permettrait rapidement de couvrir les 30, voire les 80 € si on doit faire un traitement d'investissement sur l'éco-diag. Même pour un automobiliste qui roule peu, si on est dans la moyenne du kilométrage sur un diesel, entre, je crois que c'est 13 000 km par an. Quelques calculs, et au-dessus de 7 000 km dans tous les cas, on couvre les dépenses et voire un traitement. En 3 ou 4 mois de temps, c'est amorti. Vous avez un énorme travail de communication à faire auprès des automobilistes, parce qu'ils ne le savent pas ou ils ne le devinent pas. C'est l'objectif de la deuxième année d'existence de l'association, justement. Maintenant que nos structures sont en place, il faut qu'on communique énormément. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension financière? Vous y avez fait allusion pour les automobilistes qui se disent, allez, 30 € de plus, et 80 € pour le contrôle technique, et le diesel qui a pris 15 centimes en 15 jours, etc. etc. Est-ce qu'on n'est pas à des seuils maintenant où il va y avoir de plus en plus de renoncement à l'entretien, justement, de la part des automobilistes? Je pense évidemment à ceux, notamment dans les régions, qui roulent en diesel, dans des vieux véhicules diesel, et qui disent « eh ben ça ira bien comme ça ».
C'est prendre le risque de se mettre en contradiction avec la législation, puisqu'à partir de 2019, quand même, l'application des nouvelles normes en matière de particules font qu'on va passer dans un rapport de 1 à 50 ou 60. Oui. Donc les véhicules qui aujourd'hui sont recalés au contrôle technique pour des problèmes d'émission de particules beaucoup trop importants, je crois que c'est à peu près 0,5%, des contrôles, c'est-à-dire en gros 40-45 000 véhicules au niveau national. C'est rien du tout. Oui. On va passer à 30. On passe à 30%. Oui, 30%. C'est une opportunité aussi très forte pour la filière. Qui va bénéficier d'un nombre d'entrées ateliers et d'un nombre d'opérations effectuées. Vous le voyez comme des créations d'emplois, vraiment une possibilité de... Clairement, enfin, pour nous, il y a vraiment deux enjeux. Il y a un enjeu, alors certes, de sensibilisation, de pédagogie vis-à-vis des automobilistes, mais le premier enjeu, c'est la mobilisation des professionnels avec des enjeux d'investissement. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure vous disiez, mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Il y a un véritable enjeu de mobilisation des professionnels pour les convaincre d'investir. Il y a des enjeux de formation et il y a des enjeux d'emploi et de recrutement pour pouvoir assurer d'accueillir ces 30% d'automobilistes qui vont être recalés au contrôle technique pour des raisons de pollution. Ça fait combien de milliers ou de centaines de milliers de véhicules Sur le parc VP, on est sur 39 millions d'entrées ateliers par an, donc il n'y aura pas forcément systématiquement une entrée atelier pour chaque opération détectée, parce que ce sera seulement dans un panier qui sera pris en charge. Mais ça peut représenter des volumes assez importants. On peut facilement avoir du 2 à 3 millions d'entrées ateliers en plus. Combien de véhicules passent en contrôle technique chaque année? Il y en a combien? VP, je crois qu'on est sur 20 millions à peu près. Vous dites 2 à 3 millions d'entrées supplémentaires? D'interventions supplémentaires. Il n'y aura pas que de l'entrée, mais... aux particules. On est dans l'analyse prospective qu'on avait faite, on est sur 2,7 millions en objectif maximum. Et qui va bénéficier surtout à la rechange indépendante, puisqu'on est sur des véhicules qui ont plus de 4 ans. Absolument, oui. Et une fois que j'aurai fait mon éco-entretien, je serai tranquille pour combien de temps? Tout dépend de l'usage. C'est évident que c'est une prestation qu'il faudra renouveler périodiquement, mais le véhicule que l'on va prendre aujourd'hui et qui a 5 à 6 années d'ancienneté et de dérive, on peut supposer qu'un contrôle, un éco-diagnostic annuel, ce serait une bonne chose, à titre de prévention. Oui, le CNPA, la FEDA, enfin toute la filière finalement s'y est mise. Est-ce que vous vous dites pas les uns et les autres, l'État aurait pu le faire? C'est pas le rôle de l'État. Ce qui est très très positif, c'est que pour la première fois, je pense depuis très longtemps, on aborde le sujet d'un parc roulant plus propre en intégrant la gestion du parc roulant. Parce que pour le moment, quand on parlait finalement de mesures environnementales pour l'automobile, il s'agit de mettre en place des primes à la case, d'inciter à l'achat de nouveaux véhicules. Or, on sait bien que tout un chacun n'a pas les moyens de s'acheter un véhicule neuf. Et donc là, pour la première fois, il s'agit de reconnaître qu'il y a une démarche vertueuse dans l'entretien du parc roulant. Et je pense que ça, c'est jamais arrivé. Donc, avec la loi de transition énergétique et donc ce fameux vote de la reconnaissance de l'éco-entretien, c'était un sacré pas en avant qui avait été fait. Bon, maintenant, il faut que tout cela se mette en œuvre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un gros enjeu d'investissement pour les professionnels de l'automobile. Donc là, c'est vrai que on a émis un certain nombre de propositions auprès des pouvoirs publics dans le cadre de la loi, du projet de loi mobilité, parce qu'en effet, on pense qu'il y aura un petit coup de pouce vis-à-vis des professionnels ne serait pas superflu, puisque tout cela, ça a des coûts, et qu'aujourd'hui, tous les professionnels ne sont pas capables d'aller investir dans un banc 5 gaz, voire dans la labellisation, puisqu'on n'en a pas parlé, mais la démarche éco-entretien, c'est une démarche de certification, labellisation. Donc, et tout ça, ça a un coût. Bon, on vous félicite, Jacques Rifflard, et puis on félicite toute la filière. Éco-entretien, vous allez sur Internet, que vous soyez particulier ou professionnel, et puis vous avez le mode d'emploi. Le site est bien fait. Merci à vous tous.